Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Analyse et Perspectives proposée par La Voix des Grands Lacs et présentée par moi-même, Jean-Marie Ndagijimana. Nous allons ce soir, une fois encore, nous pencher sur la récente nomination du président Félix-Antoine Tshisekedi comme président en exercice de l'Union africaine. L'invité de notre émission s'appelle Célestin Nsengiyumva, un ancien diplomate rwandais qui a longtemps travaillé à l'ambassade rwandaise d'Addis Abeba. Monsieur Célestin Nsengiyumva, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Nsengiyumva, comme je l'ai dit, a longtemps travaillé à l'ambassade du Rwanda en Éthiopie. Il a, à cette occasion, pu rencontrer tous les grands de ce continent, le continent africain. Il a vu à l'œuvre les chefs d'État. Il a surtout suivi les travaux de l'ancienne Organisation de l'Unité africaine et ensuite de l'Union africaine, puisqu'il était toujours là. On vient d'assister au couronnement, comme certains le disent, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence en exercice de l'Union africaine. Le président Tshilombo, qui est président de la RDC qui est un pays meurtri par des guerres de bientôt 20 ans, la RDC a connu plus de 10 millions de morts suite à cette guerre. Monsieur Nsengiyumva, est-ce que vous pensez que l'accession de Monsieur Tshisekedi à la présidence en exercice de l'Union africaine pourra lui permettre éventuellement de mettre fin à toute cette insécurité et instabilité qui sévit dans l'est de la RDC, à la frontière avec le Rwanda, à la frontière avec l'Ouganda et même avec le Burundi? Est-ce que vous croyez que cette nouvelle fonction, ces habits qu'il vient de porter, vont lui permettre d'être plus à l'aise pour éventuellement aborder la question de sécurité transfrontalière? Ce que je peux vous dire, ambassadeur Ndagijimana, c'est que l'accession du président Tshisekedi à la présidence tournante de l'Union africaine va certainement redorer son blason en tant que dirigeant d'un grand pays de la région d'Afrique centrale. Il était dirigeant du Congo, qui est le principal facteur de l'Afrique centrale post-coloniale. Mais maintenant, devenir président en exercice de l'Union africaine lui donne encore des responsabilités accrues sur le plan continental. Et ces responsabilités accrues vont devoir certainement aussi se refléter sur sa légitimité interne qu'il est actuellement en train de constituer, de bâtir, de renforcer. Mais en ce qui concerne votre question la question de savoir à quoi va lui servir la présidence de l'Union africaine pour la stabilisation de la région orientale de son pays, donc l'est du Congo, là, ça va demander un certain nombre d'interventions qui ne sont pas, disons, garanties pour le moment. Parce que nous savons que l'instabilité qui règne à l'est du Congo procède d'une ingérence extérieure de la part des voisins du Congo, qui sont l'Ouganda, le Rwanda et éventuellement, dans une moindre mesure, le Burundi. Aujourd'hui, nous savons que l'instabilité règne au nord et au sud Kivu, parce qu'il y existe des rébellions internes, mais entretenues depuis l'étranger, notamment depuis Kigali, depuis le Rwanda. Le problème auquel le président Tshisekedi va devoir se heurter, c'est que cette instabilité régionale est entretenue notamment par le Rwanda, mais avec des ressources qui ne sont pas des ressources du Rwanda.
Ça veut dire qu'il y a une main non africaine derrière cette instabilité. Nous savons également que depuis au moins 2 décennies, il y a des forces extérieures à l'Afrique qui se sont évertuées à briser l'intégrité territoriale de grands pays africains pour les empêcher de devenir des puissances émergentes capables de contrebalancer l'influence de ces puissances extérieures. Nous savons par exemple que ces puissances sont parvenues à démembrer le Soudan en 2 pays, la République du Soudan et la République du Sud du Soudan. Nous savons que ces forces ont également réussi à démembrer l'Éthiopie en 1992, en créant notamment la République de l'Érythrée. Nous savons en plus qu'il y a des mouvements irrédentistes entretenus par l'extérieur, notamment au Sénégal, au Cameroun, n'est-ce pas? Le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Et au Sénégal, vous savez, la rébellion qui existe dans la province de Casamance. Donc, il y a des puissances qui ne veulent pas qu'il y ait des grands pays émergents sur le continent africain. Et le Rwanda est en train de déstabiliser l'Est du Congo, mais pas avec les ressources nationales du Rwanda. Le Rwanda n'est pas capable d'entretenir des armées, de les équiper, de les diriger à l'Est du Congo, alors que nous savons que les ressources du budget rwandais, de temps en temps, ne peuvent même pas acheter les médicaments pour les paysans du Rwandais qui payent pourtant leur assurance maladie qu'ils appellent mutuelle. Donc, les défis qui se posent devant la présidence tournante de l'Union africaine qui est revenue cette année au Congo sont des défis énormes qui vont devoir faire appel à des ressources diplomatiques importantes pour pouvoir obtenir ou bien parvenir à la stabilisation des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Peut-être devrions-nous nous armer de patience pour voir les ressources ou bien les alliances auxquelles le président Félix Tshisekedi va faire appel en vue de résoudre ce problème qui constitue une épine dans le pied du Congo et qui empêche au Congo de retrouver la dignité d'un grand pays, qui empêche au Congo de devenir un grand moteur pour le développement économique de toute la région de l'Afrique centrale. Voyons voir pendant une année ce que le président Félix Tshisekedi va pouvoir réaliser. Mais il s'agit là d'une tâche ardue et très difficile parce que l'Est du Congo, c'est quand même des provinces qui couvrent une superficie beaucoup plus grande que celle du Rwanda, une superficie presque égale à celle du Rwanda, et qui demande beaucoup de ressources, notamment des ressources que le Congo n'a pas encore aujourd'hui pour pouvoir y apporter la paix, imposer la paix et redémarrer le développement. Voilà. Merci pour cette analyse pointue, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de défis auxquels sera certainement confronté le président Tshisekedi, qui, avec peut-être toute son équipe, parce qu'il vient quand même de prendre le pouvoir, on peut dire ainsi, il a pris le pouvoir au Congo. Il a changé la majorité, il a créé donc ce qu'on appelle là-bas l'Union sacrée, où son parti est majoritaire aujourd'hui. En tout cas, l'Union sacrée est majoritaire. Il a pu obtenir le départ du Premier ministre. Il a changé de majorité de la même manière au Sénat. On peut dire qu'il a le pouvoir aujourd'hui et que ça ne va pas s'arrêter là. Il y a un dossier important pour toute la région. C'est le dossier judiciaire, si l'on peut dire ainsi, le dossier du rapport Mapping. Voilà un rapport qui est sorti en 2010 et qui concerne en définitive tous les pays de la région, qui concerne principalement bien sûr la RDC, puisque l'enquête a été menée par les Nations Unies en RDC, mais il y avait des acteurs extérieurs, notamment les troupes rwandaises. Il y avait aussi une part de responsabilité de l'Ouganda, certainement, un peu moins du Burundi, vous l'avez si bien dit. Est-ce que vous pensez qu'avec ces nouvelles fonctions, avec les faveurs dont bénéficient aujourd'hui, notamment les démarches, l'action du docteur Mukwege pour mettre en place le fameux tribunal international indépendant pour le Congo, est-ce que vous pensez que
les nouvelles fonctions, le fait qu'il est président en exercice de l'OIOA peut l'aider à faire pencher la balance du côté de la justice. Est-ce que les victimes congolaises, les plus de 10 millions de victimes congolaises, les 300 000 victimes rwandaises massacrées entre 1996 et 2003 pourront trouver leur compte dans le fait que le président Tshisekedi est maintenant le patron de l'Union africaine. On a vu ça dans le passé. Le président Museveni a largement profité de sa présidence en exercice en 1990, lorsque des troupes ougandaises, sous le couvert, ou plutôt les troupes du FPR, armées par l'Ouganda, ont pénétré dans notre pays, au Rwanda. Et alors que le président Museveni, président du pays d'où venaient ces troupes-là, était président en exercice. Vous vous souvenez que cela l'a beaucoup aidé. Cela a aidé à notamment neutraliser certaines flèches qui venaient de pays qui ne lui étaient pas favorables nécessairement. Est-ce que le président Tshisekedi pourra avoir le même... Est-ce qu'il va bénéficier de ce vent favorable? Bon, depuis un certain temps, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, on ne l'a jamais, disons, presque jamais entendu parler de ce fameux tribunal qui serait mis en place pour juger des crimes commis au Congo au cours de la campagne de l'AFDL vers Kinshasa. C'est un dossier qui a été, disons, déterré par le docteur Mukwege, qui est chaque jour confronté aux conséquences ou bien aux séquelles de ces crimes, notamment sur les femmes que le docteur Mukwege ait dit on lui attribue des qualités extraordinaires. Donc, il répare les organes des femmes endommagées par les conséquences de la campagne de l'AFDL pour la prise du pouvoir à Kinshasa. J'ai personnellement assisté à une partie de la conférence intercongolaise, le dialogue intercongolais à Addis Abeba, et la délégation emmenée par le Minafed d'alors chez Léonard Cheo Kitundu, il y avait une femme qui pleurait à chaudes larmes pour avoir été violée par des troupes rwandaises. Il est important de souligner que le tribunal du mapping report n'est pas cité parmi les priorités du mandat de M. Tshisekedi. Il a notamment parlé de la lutte contre la pandémie, de ce virus. Il a parlé de la paix, mais il n'a pas parlé du mapping report qui, à mon avis, serait très important pour mettre fin à l'impunité dans la région de Garac. C'est l'impunité qui favorise la continuation des violences politiques dans la région. Je ne peux pas savoir si le président va finalement basculer en faveur de la mise en place de ce tribunal. Mais nous savons également que le président Kagame est irrité par l'idée même de ce tribunal. Il pique une colère compréhensible parce qu'il est le principal accusé. C'est le commanditaire, en fait, de tous ces crimes-là. Il est difficile de savoir imaginer comment le président Tshisekedi va contourner l'opposition de M. Kagame, qui est capable de le déstabiliser davantage. Vous avez vu que M. Kagame, maintenant, s'est positionné en Centrafrique. Quand on sait qu'il est également à l'est du Congo, Kinshasa, nous sommes devant une technique d'encerclement ou même d'étranglement. Donc, M. Kagame se donne les moyens de pouvoir s'opposer à la création de ce tribunal en déstabilisant davantage le Congo. Pour le reste, M. Tshisekedi, il a pris le pouvoir effectivement récemment à Kinshasa parce qu'il a changé la configuration de la majorité par rapport à la minorité. Il a déboulonné le président Kabila, il a mis fin au bureau de l'Assemblée et même au gouvernement de Ilunga-Ilukamba. Mais en faisant cela, il l'a fait d'une façon qui ne stabilise pas davantage le Congo dans la mesure où il a brisé l'intégrité des élus. Vous avez entendu que les enveloppes ont changé de main. Ce n'est pas comme ça qu'on stabilise les institutions en s'attaquant à l'intégrité des élus. Donc,
on a parlé de son union sacrée, mais il y a peut-être des mauvais présents, mais la vérité passe. On a parlé d'union sucrée. Le fait est que, quand même, le président a maintenant le pouvoir, il est plus confortable, il peut diriger, il peut gouverner sans devoir négocier avec les opposants au sein même de son gouvernement. Cependant, il m'est difficile de comprendre comment, ou bien d'imaginer comment il va manœuvrer en vue de la mise en place de ce tribunal qui a été demandé par un prix Nobel de la paix. Le docteur Mukwege n'est pas un n'importe qui, comme on dirait en camerounais. C'est pas n'importe qui. Sa voix porte loin et il demande quelque chose que tout le monde demanderait, la justice. Mais le mapping report ne semble pas être parmi les priorités du président Tshisekedi qui, pendant cette année de sa présidence, va s'employer à consolider son pouvoir en vue des échéances électorales de 2024. Je vous remercie. Certains ont prétendu qu'il y avait un mur, en fait, auquel venait se briser toute volonté de se libérer de l'emprise rwandaise, s'agissant de la République démocratique du Congo. On cite souvent les fameux accords de l'Émérat. Est-ce que vous pouvez parler de cet accord à nos auditeurs? Qu'est-ce que cela implique pour la République démocratique du Congo? Pourquoi ce pays ne parvient pas à se défaire des obligations nées lors de cet accord en 1996? Les fameux accords de l'Émérat qui sont et demeurent probablement des accords secrets parce qu'ils n'ont pas été rendus publics, qu'ils n'ont pas été soumis à aucun parlement pour éventuellement avoir une ratification parlementaire. Ces fameux accords constituent en fait une mise sous tutelle de la République démocratique du Congo. Des premiers pas en faveur de son démembrement dans la mesure où les signataires congolais ont cédé jusqu'à 300 km à l'intérieur des terres du Congo. Et comme vous le savez, ces accords ont été dénoncés par l'un des signataires, qui était le président Laurent Désiré Kabila. Quand il a dénoncé ces accords, ça lui a valu une nouvelle guerre et encore plus de morts. Le Congo compte aujourd'hui, certaines estimations parlent de 10 millions de morts et ça continue, l'insécurité continue. Ces accords de l'Émérat ne peuvent pas être balayés comme ça dans le revers de main, étant donné que la majorité des signataires tiennent à ces accords, alors que le seul signataire sur lequel ces accords doivent être exécutés sur son territoire, son seul signataire qui est le Congo, il ne veut pas de ces accords. Il estime que c'est un accord illégal, inapplicable. Et c'est une difficulté auquel le président Tshisekedi, je ne sais pas si il va pouvoir en parler à ses collègues de la région, mais le Congo ne peut pas retrouver son intégrité en tant que nation, alors que ces fameux accords sont invoqués par ses trois voisins qui en profitent pour entretenir une rébellion interminable depuis plus de 20 ans et en présence de la force la plus importante, une force onusienne de maintien de la paix la plus importante, qui, à mon avis, a les moyens de mettre fin à l'instabilité, mais qui ne le fait pas, la fameuse MONUSCO. Voilà ce que je peux dire en ce moment sur cette question. Vous avez bien dit 300 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ça veut dire un territoire de loin plus large que le Rwanda. Absolument. Vous pouvez avoir 300 km à l'intérieur du Rwanda si vous prenez la diagonale Kagitumba-Tchango. Exactement. Donc, c'est un grand territoire et ça concerne une partie du territoire congolais, l'une des parties les plus économiquement riches, le Kivu, n'est-ce pas? Et c'est absolument inacceptable pour le reste des Congolais. Et ça aide à maintenir le Congo dans une sorte de protectorat de ses voisins.
et l'indépendance du Congo est compromise. Le président Tshisekedi devrait se battre pour l'annulation pure et simple de ces accords, mais on ne l'entend pas souvent parler de ces fameux accords. Et on peut raisonnablement penser que ça ne fait pas partie de ses priorités. Et l'existence de ces accords et la demande du docteur Mukwege de mettre en œuvre, de mettre en place un tribunal pour juger des crimes cités dans le mapping report constituent des priorités qui s'opposent et qui sont entre les mains de M. Tshisekedi. Ou bien, il demande la mise en place de ce tribunal et il accepte de mettre ses voisins, comme son voisin rwandais, dans le box des accusés, alors que ses voisins ont les moyens de le déstabiliser davantage. Donc, il a quand même il a du pain sur la planche, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Il a des difficultés réelles et j'espère que la présidence l'aura, ou bien le prestige de la présidence de l'Union africaine va lui permettre d'aborder ces problèmes avec beaucoup plus d'efficacité que si il abordait ces problèmes en étant que le président du Congo, sans être le président de toute l'Afrique. Sans oublier, en parlant de cette question, sans oublier la présence de centaines de milliers de Rwandais, pas Banyarwanda, j'ai bien dit des Rwandais, des réfugiés rwandais, sur le territoire de la République démocratique du Congo, à l'est de la RDC. Il y a plus de 250 000 réfugiés rwandais recensés par le HCR, mais il y a aussi, par-ci, par-là, des mouvements armés ou politico-militaires. Est-ce que vous croyez que ça peut être aussi un troisième élément qui va handicaper l'action du président Tshisekedi dans sa volonté de rétablir une paix durable avec le Rwanda ou dans toute la région des Grands Lacs? La présence des Rwandais, vous savez, au Congo, il y a les Banyarwanda, qui sont des populations congolaises, et les Rwandais, qui sont des Rwandais venus du Rwanda, notamment à partir de la guerre civile de 1994, et dont certains sont armés, et dont le rapatriement n'est pas désiré par le Rwanda, alors que ces réfugiés, dont certains sont armés, eux-mêmes ne veulent pas se séparer de leurs armes, dans la mesure où, chaque fois qu'ils ont essayé de le faire, ils en ont payé un prix très fort. Donc, le Rwanda n'a jamais voulu les reprendre, comme on dit, dans toute leur dignité. Donc, ce sont des gens, c'est une situation qui, de fait, le président Tshisekedi souhaite certainement le rapatriement de ces visiteurs encombrants, mais ces visiteurs sont au Congo à la faveur d'autres rébellions, les fameuses rébellions Maï-Maï, entretenues par les puissances, les pays qui entourent tout autour des provinces du Nord et du Sud Kivu, mais également entretenues par l'exploitation illégale des minerais et des autres ressources naturelles telles que le bois et même le bétail. Donc, le président Tshisekedi va trouver difficile de se défaire de ce problème parce que sa seule volonté de voir ces Rwandais partir ne suffit pas. Il faut que le Rwanda, par exemple, soit prêt à accueillir ces ressortissants et soit prêt à les accueillir sans les humilier. Il est très difficile d'humilier les gens qui ont des armes. Parce que ces armes leur servent à dire que nous sommes là, nous avons des droits, il faut qu'on respecte nos droits, sinon on ne bouge pas, des choses pareilles. Donc, le seul désir du président du Congo de voir ces gens rentrer chez eux ne suffit pas. Il faut la bonne volonté du Rwanda, de l'Ouganda et probablement aussi du Burundi. Mais comme ce sont des problèmes internationaux, il faut également la bonne volonté des agences comme le HCR, l'Union européenne, l'Union africaine, pour pouvoir faciliter, il faut une facilitation internationale pour résoudre ce problème.
Et c'est pourquoi le président Tshisekedi pourrait éventuellement utiliser son aura, le prestige de la présidence en exercice, pour pouvoir remettre ces questions sur la table de négociation, parce que seules les négociations peuvent amener à une solution de ces problèmes-là. N'oublions pas la présence de la MONUSCO dans cette région. La MONUSCO est quand même une force extraordinairement puissante. Si rien, effectivement, n'a été fait pour mettre fin à cette question, c'est que même la communauté internationale n'a probablement pas intérêt au rapatriement de ces Rwandais dans la dignité et dans la paix surtout. C'est-à-dire que ce qui pourrait être la solution idéale, c'est que nos réfugiés rentrent dans leur pays. Vous avez insisté dans la dignité, mais aussi qu'on les accepte comme citoyens qui rentrent dans leur pays pour contribuer au développement, qui rentrent pour éventuellement faire avancer le processus de paix et de réconciliation. Au lieu de cela, nous avons l'impression qu'ils sont considérés comme des ennemis éternels. On a l'impression que le président Tshisekedi et la RDC en général ont une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. D'un côté, le petit pays voisin, le Rwanda, puissant comme jamais, ou en tout cas donnant l'impression d'être puissant, au moins militairement. Et puis, le soutien international, la politique intérieure en RDC, les soubresauts qui, chaque fois qu'il y a que pointe à l'horizon une voie de solution, il y a une nouvelle rébellion qui se lève quelque part à l'est du Congo pour tout faire foirer, si je peux utiliser cette expression. Nous avons là une situation complexe, nous avons là une situation que l'on souhaiterait que le président Tshisekedi et le gouvernement congolais puissent maîtriser pour ramener la paix, une paix définitive et durable surtout, dans la région des Grands Lacs. Mais est-ce que la présidence de l'Union africaine suffira à Félix-Antoine Tshisekedi pour mettre fin à cette situation d'instabilité? Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais aujourd'hui encore, plus de 20 ans après le début de la guerre de 1996 en RDC, eh bien, il meurt chaque jour des centaines de Congolais dans la région de Beni, dans plusieurs autres régions du Nord Kivu, en Ituri. Les Congolais continuent de mourir. Et à Kigali et dans la communauté internationale en général, c'est considéré comme normal. C'est considéré comme normal. Il faudra peut-être qu'il y ait des efforts de tous côtés et que les Rwandais eux-mêmes, y compris ceux de l'opposition, s'emparent de cette question. Non pas pour aider la RDC, elle a des moyens diplomatiques que l'opposition rwandaise n'a pas, mais que sa voix soit entendue et que cette question soit considérée comme faisant partie de la paix, même au Rwanda. Parce que tant qu'il y aura plus de 250 000 réfugiés rwandais dans un pays voisin, tant qu'il y aura une présence de mouvements armés, tant que le Rwanda aura un surplus de... Ils ont des militaires qu'ils utilisent aujourd'hui comme mercenaires, y compris en République centrafricaine, eh bien, on n'est pas à la veille d'une paix durable au Rwanda, ni en RDC surtout, que notre pays, malheureusement, dont notre pays occupe, notre pays, le Rwanda, nous devons, nous, Rwandais, être assez honnêtes pour le reconnaître. Le Rwanda occupe une partie de notre voisin, la RDC, en toute illégalité. Et des Congolais continuent de mourir par la faute des autorités rwandaises. Monsieur Nsengimba, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour clôturer cette émission d'aujourd'hui? Ambassadeur Ndagijimana, avant de clôturer cette mission, je voudrais vous dire, j'ai quelque chose qui m'inquiète. Récemment, l'archevêque de Kinshasa a effectué une visite dans la région de Beni-Butembo. Et quand il est rentré à Kinshasa, il a fait état d'un repeuplement de toute la région par des étrangers parlant Kinyarwanda. Et cela semble être le résultat d'une politique délibérée de Kigali de réaliser un fait accompli dans cette région en la peuplant de Rwandais. Les réfugiés s'enfuient en Ouganda
et leurs terres sont occupées par des populations rwandaises qui arrivent, on ne sait trop comment. Cette situation est assez inquiétante et n'augure pas de la paix prochaine dans la région parce qu'ils sont en train de créer un fait accompli en termes démographiques qui doit profiter au pouvoir de Kigali. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne évolution pour la paix dans la région. La paix que nous avons vécu, la paix dans cette région à l'époque du régime du président Habyarimana, où on pouvait aller à Goma, à Bukavu, sans beaucoup de formalités. Aujourd'hui, cette situation n'est possible que sous garde armée. Les Rwandais occupent la région, non seulement militairement, mais également démographiquement. Et ça, c'est vraiment une évolution assez inquiétante, à mon avis. Et je souhaite beaucoup de bonnes choses au président Tshisekedi. C'est un homme apparemment de bonne volonté, mais il faut savoir que la tâche qui est devant lui, c'est comme le rocher de Sisyphe, parce que il est très difficile de vivre en paix avec un voisin qui, lui, n'est pas intéressé par la paix, mais plutôt par l'accaparement des terres, par l'expansion, par un impérialisme difficile à justifier, alors que la coopération, ça veut dire les intérêts mutuels seraient beaucoup plus avantageux pour la paix. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin, ambassadeur Ndagijimana. Merci beaucoup. Vous nous avez rappelé en fait les paroles de Monseigneur Ambongo qui est allé même plus loin, qui a parlé de volonté de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et le phénomène que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le repeuplement d'une partie du Nord Kivu par des gens venus d'ailleurs, et surtout des Rwandais. On a parlé aussi de populations venues de Tanzanie et d'autres pays de la région, mais véhiculées par Kigali, une fois encore. Eh bien, vous posez la question de savoir comment ces gens entrent au Congo, c'est par les volcans. La nuit, les troupes rwandaises pénètrent avec plein de populations. Certains disent même qu'il y a des vaches qui traversent, qui les suivent. Et on dit que la fameuse ADF, les forces de l'ADF, dont on commence aujourd'hui à douter de leur existence vraiment et de savoir qui constitue l'ADF et pourquoi la MONUSCO ne combat pas l'ADF pour la neutraliser définitivement. Il semblerait que cette population venue d'ailleurs a pris la place de l'ADF, mais on n'ose pas le dire. Donc effectivement, c'est une raison de plus d'insécurité. Si le Rwanda a besoin de terre, ça peut se comprendre, mais ça se négocie. On ne peut pas toujours utiliser les armes, la guerre, le sang, pour... D'ailleurs, c'est vraiment discutable. Est-ce que les populations rwandaises profitent de ce phénomène d'aventurisme militaire? C'est une question qu'on pourra aborder la prochaine fois. Est-ce que les Rwandais savent ce qui se passe? Est-ce que les aventures militaires de Paul Kagame et de son régime profitent aux Rwandais? C'est une question qu'on devra se poser lors d'une prochaine émission. Je veux vraiment vous dire merci pour votre participation à nos émissions, puisque vous serez désormais un des chroniqueurs de La Voix des Grands Lacs. Donc j'en profite pour vous remercier et pour vous donner rendez-vous à une prochaine émission la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Audio Jungle. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?